Bonsoir, je m'appelle Bernard Dugas. Déjà, je voulais vous remercier parce que ce soir, j'ai l'impression d'avoir entendu un vrai débat avec un langage qui venait du cœur, un langage vrai, pas du langage de bois. Et donc ça, je voulais vraiment vous remercier. Le deuxième point, c'était sur un point technique presque, mais qui a une grande importance. Je vous ai entendu tous les deux parler de la création de monnaie par les banques, par le crédit. Mais ça, c'est juste la moitié de la création de la monnaie des banques. Si vous regardez le bilan des banques suisses, elles ont fait pour à peu près 1000 milliards, 1100 milliards de crédits, alors que globalement, elles ont un actif de 1600. Ça veut dire qu'elles ont utilisé leur création monétaire pour acheter 500 ou 600 milliards, c'est-à-dire autant que le bilan de la ça, banque c'est très centrale. important. Écoutez bien, parce que c'est complètement nouveau pour moi. Il m'a expliqué ça tout à l'heure. C'est super important. La création monétaire ne se voit pas entièrement dans les bilans. Dans les bilans, on voit que la fin. Alors que là, il est en train de parler de création monétaire. En cours d'année, pendant une journée, tu crées de la monnaie pour t'acheter un truc, et puis tu la détruis juste après, et ça apparaît pas du tout dans les bilans des banques. C'est super important. Donc, comment fait une banque? Par exemple, si elle veut spéculer en achetant 100 millions d'actions d'Apple, pour faire comme la BNS, eh ben en fait, elle va inscrire sur le compte de l'acheteur, enfin du vendeur, elle va inscrire, je sais pas combien ça vaut, mais disons 100 millions. Donc, comme dette, c'est sa dette. Donc, c'est pas du vrai argent, c'est sa dette, mais qui est vue comme de l'argent par le processeur du compte. Elle va acheter ses actions, elle va les revendre après plus cher. Quand elle vend, elle va recevoir de l'argent sur son compte, donc sur sa dette. Si ça s'est apprécié seulement. Sinon, oui, mais en général, elle le fait quand ça s'apprécie. Enfin, elle sait jamais. Non, ça peut se faire en 10 secondes. Hein. Là, je suis en train de parler en 10 secondes. Elle a pu créer 100 millions, revendre un peu plus cher, récupérer 110 millions, et ensuite, dans son bilan, on va avoir comme bénéfice 10 millions. En fait, elle aura quand même créé 100 millions qui auront été détruits aussitôt, et on ne le saura jamais à la fin de l'année, parce que c'est pas visible dans les comptes, parce que ça passe pas dans le compte d'exploitation. Et donc, elle paiera jamais d'impôt sur la monnaie qu'elle crée, en fait, de cette manière-là. Et la BNS, d'ailleurs, c'est aussi un problème. Quand la BNS crée de la monnaie, en fait, ça passe pas dans son bénéfice, et donc c'est pas redistribué au canton. Donc, on a un vrai problème. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est juste une indication, je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a un deuxième point qui me paraît encore plus important, c'est cette histoire de lien entre monnaie, qui est en fait le droit de travailler, et vote, c'est-à-dire la décision populaire, la décision démocratique. Quand le peuple suisse a voté sur le tunnel du Gothard, admettons, je ne me souviens plus exactement du prix, mais disons que c'était 8 milliards, ça veut dire que comme il y a 8 millions d'habitants en Suisse, ça veut dire que c'est comme si chaque vote suisse avait attribué 1000 francs au projet. Oui, et on peut très bien imaginer que la création monétaire de l'année, disons la BNS décide, cette année je crée 80 milliards, je donne à distribuer, alors je ne sais plus, 80 milliards divisé par 8 millions, ça fait 10 000 francs à chaque Suisse qui n'a pas le droit de dépenser pour lui. Mais en fait, il va avoir le droit de voter cette année-là pour 10 000 francs de projet. S'il met 1000 francs sur le Gothard, il peut encore mettre 9000 francs sur les autres projets. C'est une sorte de crowdfunding populaire sur la création monétaire du pays. Et là, vous résolvez à la fois le problème démocratique et le problème de création monétaire, parce que c'est ceux qui sont, comme vous disiez, que la Banque nationale peut pas connaître les besoins. Mais en fait, les banques privées non plus. En plus, elles payent les salaires avec, donc on se demande bien pourquoi elles ont le droit de faire ça. Elles répondent à des demandes individuelles. Eh bien, celui qui est le mieux placé pour décider de l'utilisation de la création monétaire de l'année, c'est le citoyen. Il ne peut pas l'utiliser pour lui-même, mais il peut décider pour quel projet il va l'attribuer. Peut-être pour des grands projets fédéraux, mais aussi peut-être pour des start-up dans sa commune. Parce que, contrairement à ce que disait monsieur, quand on fait des start-up, on n'arrive pas à trouver de financement quand les projets sont intéressants pour tout le monde. Les projets qui sont financés, les projets start-up qui sont financés, c'est ceux qui sont intéressants pour l'investisseur, pas ceux qui sont intéressants pour le peuple. Merci beaucoup. C'est très bien, puis c'est un peu de l'impôt inversé, quoi. C'est l'impôt à l'envers. Non, mais en réalité, les caisses de pension suisses, elles ne veulent pas investir dans les startups parce qu'elles estiment qu'elles mettent l'argent des retraites en danger en allant sur les startups. Donc, c'est pas toujours évident d'allouer vraiment des fonds aux startups, malheureusement, surtout en tout cas avec les fonds des retraites. Pour l'instant, on progresse pas là-dessus.
Concernant les banques qui créent et qui achètent dans la même minute qu'ils revendent, j'ai envie de dire que tout le système financier fonctionne comme ça. Tous les traders, les tradings à haute fréquence, je veux dire ça c'est un truc c'est le trading en fait. Les banques d'affaires et tout le monde de la finance fonctionne comme ça. On crée un actif, on l'investit et après il y a que la différence de l'investissement qui s'affiche. Après, est-ce que les autorités ne savent pas que les banques elles-mêmes, les banques commerciales recourent à ça? Il y a une législation sur le trading pour compte propre. Il est assez réprimé actuellement. On n'a pas le droit de créer ce qu'on appelle un compte nostro, ça veut dire un compte pour soi-même, pour la banque, pour spéculer dessus. Il y a des réglementations qui concernent ça. Alors, si les banques elles font ça puis que personne s'en rend compte, ce serait un peu bizarre. Non, je pense que c'est quand même connu et c'est évident. Mais en fait, la banque, si elle créait tout d'un coup 1000 milliards et puis qu'elle achetait puis qu'elle revendait, ça se saurait parce que tous les marchés s'effondreraient à l'instant, quoi. Si elle avait cet impact-là, donc elle est limitée dans sa capacité de créer de la monnaie fictive pour trader et récupérer l'argent. Je pense pas que ça se passe comme ça dans un environnement complètement sauvage et dérégulé. C'est simplement le trading, c'est création instantanée d'un avoir. Investissement de cet avoir et après apparition de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Je veux dire, ça c'est bon, on va pas découvrir le trading, quoi. Est-ce que la seule solution, c'est pas de nationaliser les banques et de faire de tous ces gens des fonctionnaires sous contrôle? Oui, mais c'est pas Frédéric Lordon là il y a en 2007 dans le monde diplomatique une pleine page dans le monde diplomatique, disait on supprime la bourse. Alors tout ce qu'on dit là, ce serait de supprimer la bourse en gros. Donc on a été plusieurs à essayer d'explorer l'idée que la bourse cesserait d'exister, quoi. On pourrait plus avoir un marché des capitaux où la dette des gouvernements serait maltraitée, rabaissée, démolie, dévalorisée, où on pourrait avoir du trading et de la spéculation, et puis on ferait disparaître la bourse. Et puis, si on prend ce problème par tous les sens, c'est très difficile d'arriver à concevoir un monde où toute cette capitalisation boursière, alors je ne sais pas combien on a maintenant de capitalisation boursière, mais on est de l'ordre de centaines de milliers de milliards d'entreprises cotées en bourse. Tout d'un coup, tout ce capital qui est investi dans toutes ces entreprises, il disparaît. On tire la prise. 2008, je ne sais pas comment. C'est pas ce qui se passe en 2008. T'as pas tout qui vaut rien d'un coup. En 2008, t'as un indice qui fait comme ça, qui monte comme ça et qui redescend, mais t'as toujours une bourse qui existe. Et puis les banques centrales peuvent même la faire remonter artificiellement et en trichant. Mais là, tu fais disparaître la bourse. Alors ça, c'est. Moi, je suis incapable personnellement d'imaginer un monde sans bourse. Non, si de l'imaginer, oui, mais de réaliser les effets, les conséquences. Comment ça va se passer concrètement au moment de la transition? Oui, parce que si tu as une entreprise où tu as coté une partie de ton capital, tu as levé donc des fonds auprès d'investisseurs. Si tu es un gouvernement qui a aussi des investisseurs dans sa dette qui est sur les marchés des capitaux, je ne sais pas comment tu fais pour en sortir. Il faudrait que tout le monde rembourse tout. Ou pas du tout. Moi, tout le monde vend ses actions et ses obligations et les produits dérivés qui sont encore plus phénoménaux, qui sont encore par-dessus les actions et les obligations. Tout ça doit être vendu, remboursé, et puis après on ferme la bourse et on dit c'est fini. À partir de maintenant, on se prête entre voisins, entre amis, entre collègues, on se prête de l'argent comme ça, mais c'est fini, il n'y a plus de bourse. Le mythe, c'est difficile. Le mythe qui est entretenu pour la bourse, c'est que la bourse sert à financer les activités des entreprises. Les entreprises qui ont besoin d'argent vont trouver à la bourse l'argent qui est nécessaire. Oui, pour leur expansion même. On peut même dire que certaines multinationales ont pu croître grâce à la bourse. On peut. Non, tu es pas d'accord avec ça. Je pense que les plus grandes entreprises se sont appuyées sur les États dont elles ont bénéficié des commandes publiques pour construire des voies ferrées, des choses comme ça. Ça c'est sûr, et un cadre légal qui les a favorisés. Eh bien, évidemment, bien absolument. Sûr. Ça aussi, bien sûr. Bernard Friot dit qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui te pique du pognon en te versant un bas salaire et en gardant la différence. C'est un ami de Bernard Dugas, là, je crois. Ouais. Non, c'est pas un ami, Bernard Friot? Je sais pas. Mais il dit un investisseur, c'est un mec qui te pique ton pognon en te versant pas le salaire qu'il te doit, et ensuite il te le prête. Ouais, d'accord. Oui, et en fait, si on arrêtait avec les dividendes, si on disait on arrête avec les dividendes et on les verse dans des caisses, comme on verse dans des caisses de sécurité sociale, on les verse dans des caisses d'investissement, les entreprises auront 2 fois plus de fonds à investir qu'avec les dividendes, parce qu'en fait, l'argent mis dans les dividendes n'est pas investi comme il faut. Le taux d'investissement est dramatiquement bas, en tout cas en France, dramatiquement bas. D'accord.
En tout cas, aujourd'hui. Le ruissellement là qui vient, tu sais, quand on dit on va verser des dividendes. Même gras, le FMI maintenant ne peut plus dire que quand les riches font de l'argent, ça ruisselle vers le bas de la société. Même le FMI ne l'affirme pas. Nous n'avons pas besoin de l'argent des riches pour financer nos activités. Avec l'argent des salaires, avec l'argent que nous créons. Oui. La richesse que nous créons, nous pouvons prélever sur les salaires, comme nous prélevons pour financer la sécurité sociale, financer les retraites, financer les indemnités de chômage. Nous pourrions très bien financer l'investissement. Et nous passer les investisseurs qui sont des parasites. Et on va nous dire, mais ils vont s'en aller. Mais qui s'en aillent, c'est très bien, on n'a pas besoin d'eux. C'est notre salaire qui serait en partie investi dans les projets. Ouais, absolument, dans des caisses de mutualisation, avec des caisses qui détermineraient qu'est-ce qui est rentable, pas rentable. Et on socialiserait l'investissement comme nous avons socialisé la retraite, comme nous avons socialisé l'indemnisation du chômage, de la maladie. Et nous socialiserions l'investissement en nous débarrassant. Il faudrait trouver en fait des moyens de faire un livre comme ça avec tous les modèles alternatifs de financement des entreprises. Parce que les entreprises quand même, c'est logique qu'elles aient quand même besoin d'avoir des fonds de roulement. Mais tous les moyens alternatifs à la bourse, ce serait extrêmement créatif de réfléchir à toutes les solutions. Ça consisterait à se débarrasser du coût du capital, parce que dans les journaux de la banque, on ne parle que des coûts du travail et on ne parle pas du coût du capital, c'est-à-dire des actionnaires qui sont des parasites, qui sont des frelons oisifs, comme on les appelait pendant la Révolution française. C'est des gens qui font rien et qui font tout ce qu'ils peuvent pour avoir des bas salaires, pour que nous ayons des bas salaires, pour que eux aient des gros dividendes. Mais c'est complètement parasitaire. C'est absolument parasitaire, un actionnaire, non? À partir du moment où tu as eu des ultra riches qui possèdent, qui sont 1%, puis ils possèdent 90% de la fortune mondiale et des proportions aussi énormes et ridicules, ça devient le capital qu'ils ont et il leur procure un rendement tel et des dividendes tels que ça devient exponentiel, quoi. Ça devient parabolique. Et c'est sans rapport avec le bien commun. C'est même contradictoire, violemment contradictoire avec l'intérêt général. Voilà, ça commence à ne plus du tout favoriser les classes moyennes ni à amener quoi. Du coup, les classes moyennes elles-mêmes, elles se retournent contre les plus riches. Les 10% les plus riches se retournent contre les 1% les plus riches et les 1% des plus riches se retournent contre les 0,1% les plus riches parce que les écarts deviennent tellement paraboliques que même les 1%, ils sont frustrés maintenant par rapport aux 0,1%. Donc c'est pas tenable, c'est pas tenable. D'autres